Merci d'être venu assister à la conférence de Jean-François. Moi, j'interviens un petit peu en introduction pour vous présenter le groupe GFI. Alors déjà, vous dire tout simplement, on est une société de services, parmi les plus anciennes en France, puisqu'on a une quarantaine d'années d'existence aujourd'hui sur notre activité. Alors, des grands chiffres. On est un acteur majeur sur le territoire européen et particulièrement en France. Je crois qu'on est dans le top 10 des sociétés de services aujourd'hui en France. On a aujourd'hui un effectif d'environ 10 000 collaborateurs implantés sur diverses régions et pays, une quarantaine d'implantations aujourd'hui en France, avec un quadrillage de tout le territoire sur 3 ou 4 grandes régions de France, avec évidemment un pôle névralgique en Île-de-France, des centres de services également un petit peu partout sur le territoire. On est présent au Maroc, également beaucoup en Europe, comme je vous le disais, en France, en Espagne, au Portugal, au Benelux. Aujourd'hui, GFI, c'est 750 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2012, avec l'ambition d'atteindre le milliard de chiffre d'affaires en 2015, avec une approche notamment... on a aujourd'hui une organisation matricielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on intervient sur diverses activités, comme vous voyez ici, sur plusieurs métiers, le consulting, tout ce qui est relatif aux applications, aux infrastructures et aux réseaux, aux solutions d'entreprise. Alors moi j'aurais peut-être même dû commencer par là, je suis resté Sud-Ouest. Je suis en charge du recrutement au sein de la branche Enterprise Solutions qui est ici, qui réunit les activités notamment du CRM et de la BI. Et vous avez donc également une branche édition, puisqu'on fait également de l'édition de solutions. Donc une approche par activité et une approche sectorielle. On est cross-secteur. Donc on intervient aujourd'hui sur la banque assurance et finance du marché. Dans l'industrie, le secteur public, on travaille avec les grands ministères, les télécoms évidemment, pour concrétiser un peu ce que je vous dis, notre plus gros client aujourd'hui c'est Orange. On intervient également sur l'industrie et la distribution. Voilà. Je pense que je vais prendre la parole, c'est ça? Je te la laisse. Bon, bonjour, je suis Jean-François Gaudy. Donc chez GFI, j'ai trois casquettes en fait, trois grandes activités. La première activité, c'est de m'occuper de l'innovation du groupe GFI. Donc comme on vous disait, on est sur 7 pays aujourd'hui et j'encadre tout ce qui touche à l'innovation dans cette structure. Alors ça touche beaucoup de choses. D'abord la partie service, effectivement, dont on vous a parlé, mais également la partie édition, puisqu'en l'occurrence, quand on fait de l'édition, on développe des logiciels pour nos clients, et c'est pas le même mode de distribution que quand on fait du service. Donc on doit aussi être en avance de phase et anticiper les besoins du marché pour pouvoir développer des logiciels qui vont trouver leur marché. Cette partie-là, évidemment, il y a une partie d'innovation qui est importante. Et pendant cette conférence, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment dans une entreprise de services numériques, une ESN, puisque maintenant on ne dit plus SS2I, comment est-ce qu'on a une approche autour de l'innovation pour justement, tant qu'à faire, essayer de trouver des bonnes idées, des nouvelles idées qui proviennent non seulement des gens chez nous, mais aussi de nos clients. Enfin, quand je dis les gens chez nous, avec presque 11 000 maintenant collaborateurs dans l'entreprise, dont la plupart sont des ingénieurs. Vous imaginez que des bonnes idées, il y en a dans la boîte, et que tant qu'à faire, autant les utiliser, ces bonnes idées. Donc je vous parlerai un petit peu de cette approche parce qu'elle est de plus en plus prégnante dans les sociétés de services numériques.
Et je vous parlerai également ensuite de ma deuxième casquette, qui est d'être en charge des pratiques de mobilité dans le groupe. Donc en fait, je vous ai dit que je m'occupais de l'innovation, je m'occupe de mobilité, et je m'occupe, ma troisième casquette, et la dernière, de Microsoft, c'est-à-dire de l'éditeur Microsoft, et donc de l'ensemble des pratiques qui sont réparties dans nos 7 pays en matière de pratiques Microsoft, et de la relation avec ce grand éditeur qu'est Microsoft. Je vais essentiellement focuser la presse d'aujourd'hui sur l'innovation et la mobilité. Et pas uniquement la mobilité, mais l'innovation et la mobilité. Il n'y aura pas une ligne de code dans ce que je vais vous raconter. D'abord parce que je commence à être un petit peu just en fait pour rivaliser avec les gens qui font du code sur ces sujets-là au quotidien. Et ensuite parce qu'en fait, je pense que vous avez des bons cours sur ces sujets-là. J'ai plutôt envie de vous parler du marché de la mobilité et de la manière dont vous, en tant que spécialiste du code, de l'ingénierie, de la mobilité, vous allez devoir, dans les années futures, vous renouveler et aller un peu plus loin que juste le coding. Donc je vous expliquerai aussi quel est le marché de la mobilité. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de monter des boîtes plus tard, ou en sortant de l'école, pourquoi pas, ou peut-être que vous avez déjà commencé, qui sait. Quand on fait ce genre de choses, il faut savoir sortir un petit peu des simples aspects technologiques et se poser les bonnes questions qui sont les questions du marché, pourquoi je développe une application mobile, pour qui je la développe et comment je fais le go-to-market, c'est-à-dire l'approche de mon application mobile vers le marché. Je vais commencer par une petite définition de l'innovation. Alors la première, vous avez vu la taille de la petite définition de l'innovation. L'idée, en fait, c'est pas tant de vous montrer cette définition que vous allez trouver tout de suite sur Google quand vous allez taper innovation, parce que ça vient de Wikipédia, mais de vous dire surtout que Wikipédia, finalement, c'était en son temps, et ça l'est toujours, une innovation intéressante et qui, surtout, illustre l'importance de ce qu'on appelle aujourd'hui le crowdsourcing, c'est-à-dire en fait comment je récupère des informations qui viennent du public, du grand public, ou pourquoi pas d'un segment qui est plus restreint, pourquoi pas par exemple de ma propre entreprise. Comment, au lieu d'essayer d'inventer des trucs dans mon coin, alors que j'ai 11 000 ingénieurs en informatique dans ma boîte, comment je vais essayer de solliciter les bonnes idées pour pouvoir créer des nouveaux produits et pour pouvoir ensuite les réinjecter sur le marché. Moi, ma définition perso d'innovation, et je pense qu'il y en aura autant qu'il y a de personnes, je suis sûr que si on ouvrait un débat dans la salle sur c'est quoi votre vision de l'innovation, vous auriez tous une définition différente de l'innovation. Pour moi, en fait, l'innovation, c'est de mettre en place des composants ou des procédés, donc ça peut être des composants technologiques, mais ça peut être aussi des procédés, des processus, une manière de faire, qui soient en rupture, c'est important en fait, c'est-à-dire qui se différencient de ce qu'on faisait jusqu'à présent, et qui va améliorer directement, de manière visible, un produit ou un service. Alors quand je dis un produit ou un service, je disais on est une entreprise de service, parfois on n'arrive pas avec une boîte, avec un produit dedans qu'on pousse chez nos clients. Ça peut être aussi un service, une manière d'appréhender un service, et ça je vais vous en parler après parce que je suis sûr qu'il y aura de l'échange à ce moment-là, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à regarder de ce côté du produit et du service. Alors, un petit peu de lecture, quand on parle d'innovation, évidemment, alors je ne sais pas s'il y aura moyen de vous laisser les slides aussi, enfin moi je laisserai les slides, si vous voulez les télécharger par la suite, vous pourrez, et notamment en fait en tapant ne serait-ce que les titres des articles qui sont ici, vous allez trouver sur internet tout un tas de choses qui sont assez intéressantes. Alors je vais commencer par le premier monsieur qui est ici, Marc Andreessen. Ce monsieur, il a créé, il faisait partie des équipes de développement du premier navigateur internet qui s'appelait Mosaic. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà entendu parler de Mosaic. Pourtant, quand vous regardez dans tous les credentials, les remerciements de la plupart des grands navigateurs aujourd'hui, et ben vous retrouverez Mosaic. Parce que le cœur des grands navigateurs aujourd'hui, c'est toujours un cœur qui a été développé il y a de cela peut-être... je vais vous dire, entre 15 et 20 ans. Donc en fait, Marc Andreessen, c'était l'un des développeurs en université qui a participé au développement de Mosaic. Et ensuite, il a créé une société qui s'appelait Netscape.
Netscape, ça doit commencer à vous parler. Donc il a créé une société qui s'appelle Netscape. Je vois que ça fait réagir. Netscape, en fait, c'était l'un des grands navigateurs pendant très longtemps, qui s'est un peu écroulé par la suite. N'empêche que ce monsieur, en fait, il a quand même fait fortune avec cette boîte, et il a ensuite participé à la création de beaucoup d'autres sociétés, comme Groupon, comme des choses comme ça, comme LinkedIn, dont il est actionnaire encore, enfin, quelqu'un qui compte sur le marché. Il a écrit un article qui est très intéressant, qui s'appelle « Why Software is Eating the World ». Là, c'est le début de l'article, mais lorsque vous allez chercher ça sur Internet, je vous invite à parfaire votre cours d'anglais et à voir à quel point c'est important de pouvoir lire en anglais. C'est sympa à lire comme article. Dans cet article, moi, il y a un truc qui m'a bien fait rire, en fait, quand j'ai lu, où il expliquait un petit peu la manière dont la technologie est en train de changer dans le monde. Et où il dit que finalement, comme la personne que je citerai après en dessous, toutes les entreprises aujourd'hui sont en train de devenir des entreprises de software, d'informatique. Et l'exemple qu'il donnait, c'est qu'il parlait d'un libraire américain qui s'appelle Border. Et ce libraire, en fait, à une période, avait les gens qui avaient imaginé que ça pourrait être intéressant de mettre les livres sous forme numérique et de les vendre sous cette forme-là. Et puis finalement, les gens de la direction de Border, qui était une vraie vieille société, bien ancrée, se sont dit non mais on va jamais y arriver, hein, on fait même pas 1% de notre chiffre d'affaires avec ce truc-là, ça nous coûte trop de fric, ça marchera jamais, le livre numérique, c'est pas possible. On va revendre ça à une petite boîte là qui s'intéresse à... Et puis on va les arnaquer, on leur revend le truc, la petite boîte s'appelle Amazon. Oups. En fait, il écrit vraiment oups dans le truc et tout l'article, effectivement, montre de quelle manière, aujourd'hui, le software est en train d'inonder le monde entier. C'est pas à vous que je vais apprendre que la musique aujourd'hui est de plus en plus numérique. C'est pas à vous que je vais apprendre que la vidéo est de plus en plus numérique. Donc regardez un petit peu les business models. C'est la première fois, mais ça va pas être la dernière fois que je vais l'utiliser ce mot-là. Les business models qu'il y a sur le marché qui se sont développés, parce que c'est votre métier de demain en fait. Voilà. Donc ça, c'est ce que disait Marc Andreessen et une autre personne qui s'appelle David Kirkpatrick qui fait aussi pas mal d'analyses sur tout ce qui est numérique et sur le monde numérique. C'est assez intéressant aussi à lire, qui montre aussi la manière dont les entreprises s'approprient le monde digital. Je vais vous donner un autre exemple, qui est en fait un exemple qui provient de ma propre société. Je ne le dis pas trop souvent, mais vous allez voir ce que c'est une vraie erreur de stratégie numérique que nous avons commis, donc on en tire les enseignements. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a développé un truc énorme pour un grand constructeur d'avions, je vous laisserai deviner qui, qui en fait consistait à développer des applications embarquées par les copilotes de ces avions sur iPad pour pouvoir aider justement les copilotes à favoriser le décollage, le vol et l'atterrissage des avions. C'est pas du tout ce que vous avez peut-être lu dans la presse où il y avait des gens qui disaient super, sur iPad maintenant les pilotes emmènent la documentation de l'avion sur iPad, c'est génial parce que du coup ça fait moins de bouquins à emmener dans le sac et du coup on fait des économies de kérosène parce qu'il y a un sac de 10 kg en moins. De quoi parle-t-on? Je veux dire, évidemment qu'on s'en fout d'avoir 10 kg en plus ou en moins dans l'avion. Là en l'occurrence il s'agit d'avionique, c'est-à-dire d'un logiciel qui permettait en fait de faire d'optimiser la poussée des réacteurs et donc de dépenser moins de carburant au décollage, mais surtout d'économiser le réacteur en tant que tel. Les réacteurs sur un avion, c'est au moins la moitié du prix de l'avion. Donc vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Si on peut faire économiser un tiers du réacteur, enfin rallonger d'un tiers la vie du réacteur en termes d'argent sonnant et trébuchant, en termes de ROI, de retour sur investissement, c'est quand même hyper important de pouvoir faire ce genre de choses. Pareil en termes de vol et pareil en termes d'atterrissage. Pour faire ce logiciel, qui tourne donc sur iPad, on a porté des algorithmes qui étaient écrits en Fortran. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un, le Fortran. Le Fortran, en fait, c'est un langage qui était très utilisé pour vraiment faire de l'algorithmique mathématique. Donc, en fait, on a porté
ces algorithmes Fortran vers l'iPad avec des problématiques que vous pouvez imaginer de faire que l'iPad puisse vraiment faire les calculs qu'on faisait sur d'autres machines. Enfin bon, bref, il y avait 2-3 complexités dans l'histoire. On a réussi à faire ce truc-là et le logiciel fonctionnait. Et nous, on s'est comporté comme une vraie société de service à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on leur a développé le logiciel, puis on leur a donné le truc, et puis c'était à eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, en l'occurrence? Là, ils ont pris le logiciel, ils sont allés voir toutes les compagnies aériennes et leur ont dit eh, vous avez vendu des avions, on va vous vendre le logiciel qui va avec sur iPad. Ils l'ont vendu à 19 compagnies aériennes. Là, ils sont devenus éditeurs de logiciels. C'est nous qui avons créé le truc. On n'a pas pensé à ce moment-là qu'il y avait un business model qui pouvait être intelligent et qui était de leur dire eh, vous savez quoi, en fait, on vous le développe pour moitié prix. Par contre, on en reste propriétaire et c'est nous qui allons aller le vendre avec vous. C'est ça les business models de demain, quoi. Et l'innovation, c'est pas uniquement penser qu'au fait de porter du Fortran dans un iPad, mais c'est aussi imaginer la manière dont vous allez vendre le logiciel. J'insisterai pendant toute cette conférence sur à quel point c'est important pour vous qui arrivez sur le marché maintenant d'être familier avec ce genre de choses, parce que c'est la manière dont demain vous allez devoir travailler et en entreprise et même dans vos propres entreprises si vous montez vos propres entreprises. Alors, en plus j'ai le son. Je vais vous expliquer après pourquoi je vous passe cette vidéo. Une belle vidéo de com marketing. Hein. En fait, cette vidéo, on l'a créée avec le service com de ma société, à un moment où on avait décidé de lancer un programme autour de l'innovation. Et pourquoi est-ce qu'on lance un programme autour de l'innovation dans une société de service? Bonjour monsieur, je suis directeur d'école. Enchanté. J'ai vu votre conférence. Mais je vous en prie. Non mais bonjour. Prenez place, pas de problème. Moi, j'ai pas le temps de rester, mais j'ai trop de temps de faire vous souhaiter et je vous remercie. Je suis ravi. Je vous sens bien lancé, je ne veux pas trop couper votre élan. Non, pas de problème. C'est une conférence que j'aime bien faire. Il y a 2 jours à Sofia. Donc j'étais en train de vous dire pourquoi est-ce que dans une société de service comme GFI, on peut avoir besoin de monter un programme d'innovation. Là je vais encore vous parler du marché sur lequel vous allez arriver quand vous aurez fini vos études. Les sociétés de service aujourd'hui doivent se poser de plus en plus de questions quant à leur avenir. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, la société de service, c'était quand même beaucoup d'ingénieurs qui allaient répondre à des problématiques qui étaient exposées par les clients directement pour faire ce qu'on appelle de l'intégration, alors sous forme de projet, sous forme de délégation de personnel. Enfin, je ne sais pas si ce dont je suis en train de vous parler évoque quelque chose pour vous, mais en gros, quand vous rentrez dans une société de service en informatique, c'est souvent vous partez en mission, soit sur un projet, soit en délégation chez un client pour aider le client. Et voilà, ça c'était quand même la grosse masse de ce qu'on vivait aujourd'hui sur le marché de l'informatique français. Il se trouve qu'il y a un petit phénomène qui est en train de bouleverser les cartes, et je pense que ça doit vous parler, c'est le cloud. Et au travers du cloud, c'est aussi ce qu'on appelle le SaaS, donc le Software as a Service, où en fait la plupart des grands éditeurs sur le marché, je pense que ça vous parle pas, la plupart des grands éditeurs sur le marché aujourd'hui se posent la question, ou se posent pas la question d'ailleurs, sont en train d'amener leur logiciel directement dans le cloud et permettent aux sociétés de venir s'abonner sur ces logiciels et de les consommer directement. Oui, mais ça pose un petit problème aux sociétés de services qui jusqu'à présent passaient quand même beaucoup de temps à venir implémenter ces logiciels dans les entreprises. Donc nous, de plus en plus, on doit se poser la question de la manière dont on va se renouveler et changer nos manières d'aborder ces marchés. Par exemple, je vous en donne un qui est vraiment très parlant, la messagerie. Jusqu'à présent, vous prenez une messagerie comme Microsoft Exchange, par exemple, la mettre en place dans une grande entreprise,
C'est un vrai projet, ça rigole pas quoi. Les serveurs, dimensionner les serveurs, vérifier la tête des boîtes aux lettres, tout plugger, configurer, maintenir, paramétrer. Voilà, sur les grandes boîtes, vous pouvez avoir un nombre conséquent de personnes quand même qui vont travailler sur ce genre de sujet. Aujourd'hui, vous avez peut-être entendu parler d'Office 365. Bah, vous prenez un abonnement Office 365 chez Microsoft, vous abonnez votre entreprise, vous envoyez un fichier avec le nom de toutes les personnes et leur email, etc. Un petit peu de configuration en ligne, hop, vous avez une messagerie qui est en ligne, qui est dans le cloud. Hein, c'est à peu près la même chose que quand vous utilisez un Hotmail, en gros. Et c'est parti, quoi. Et la configuration et le paramétrage et même le run, donc c'est-à-dire le fait d'utiliser et de maintenir les systèmes de manière opérationnelle, c'est plus les sociétés de services qui le font. Ils n'ont plus besoin. À la limite, les sociétés de services, la seule chose qu'elles vont réaliser là-dessus, c'est ce qu'on appelle le support de niveau 1, en gros, l'utilisateur qui n'arrive plus à se connecter parce qu'il a perdu son mot de passe ou des trucs comme ça. Mais sinon, il n'y a plus beaucoup de services à faire là-dedans. Donc nous, en tant que société de services, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est se renouveler, c'est innover, c'est de trouver des nouveaux modèles qui vont nous permettre, nous aussi, de construire des offres qui sont des offres de logiciels. Alors nous, on a de la chance, on est éditeur en plus. On fait quand même 100 millions d'euros en tant qu'éditeur. On est le 7e éditeur français, on est le 2e dans l'éditeur français derrière Microsoft dans le secteur public. Donc on a vraiment ce qu'on appelle des assets, des logiciels qu'on va pouvoir utiliser. Et qu'est-ce qu'on fait? On les met dans le cloud. On les met dans le cloud, on se met en modèle SaaS, on fait exactement la même chose que les grands éditeurs sont en train de faire. Et en plus, on décline une stratégie mobile autour de ça. C'est-à-dire que tant qu'à faire, on développe des logiciels sur mobile et on amène nos logiciels sur mobile dans les entreprises. Je reparlerai plus de mobilité après. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une stratégie Comment est-ce qu'on fait? Je pense que ça doit être visible de la salle. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une stratégie mobile dans une société comme, une stratégie d'innovation dans une société comme la nôtre? Bien d'abord, en fait, on fait de la génération d'innovation. Je parlais de crowdsourcing tout à l'heure, c'est exactement ça. En fait, on ouvre des sites, on lance des concours d'innovation. Là, j'ai un concours d'innovation qui est en cours actuellement dans la boîte. On l'a ouvert instantanément, il y a 60 idées brillantes qui remontent avec... on intéresse un peu le truc, avec des tablettes à gagner, des téléphones, des machins, etc. Donc sur les meilleures idées. Mais en fait, les ingénieurs chez nous ont plein d'idées qui peuvent voir chez leurs clients, qu'ils peuvent imaginer chez eux et qu'ils ont envie de réaliser. Donc on fait du sourcing d'innovation. On fait de l'étude des tendances. Sur l'étude des tendances, pour info, alors c'est bête parce qu'on ne nous en a pas ramené aujourd'hui, mais on édite pas mal de livres blancs. Moi je suis un peu l'écrivain public dans ma société, donc on écrit des livres blancs, notamment sur la mobilité. Vous pouvez télécharger sur notre site ce genre de choses. On fait de la gestion de communauté, on fait ce qu'on appelle des proof of concept, c'est-à-dire qu'on vérifie effectivement qu'on sait mettre en place certaines technologies, enfin on écrit des white papers, etc. Ça c'est vraiment la partie génération et de l'innovation, c'est-à-dire la récupération d'informations. La deuxième partie, c'est que derrière on crée des outils, alors je reviendrai dessus, mais des outils qui sont par exemple des labos d'innovation, avec des gens qui sont à plein temps là-dedans pour imaginer tout et n'importe quoi en matière d'innovation. Alors, je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure un logiciel qui vient de ce labo et qu'aujourd'hui on est en train d'amener sur le marché. Mais pour vous donner le genre d'idées saugrenues sur lesquelles on peut travailler actuellement, là, je peux vous dire que la direction des achats n'a pas compris quand j'ai fait ce truc chez nous, mais je suis en train de faire acheter des hélicoptères Parrot. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, on va prendre des hélicoptères Parrot, on va les faire voler dans les entrepôts, et on va leur faire de la gestion de stock automatique à partir des hélicoptères. C'est-à-dire que plutôt d'avoir un magasinier qui va courir dans l'entrepôt et qui va aller vérifier s'il reste de la place dans la case C3 tout en haut du truc avec son échelle, etc., ou de vérifier combien de produits il reste dans la case en question, aujourd'hui on fait décoller des hélicoptères qui sont des petits drones. On les fait voler dans l'entrepôt. Quand il arrive au niveau de la case à regarder, l'hélicoptère il se tourne, il fait un scan parce qu'il y a des caméras qui sont embarquées, il fait de la reconnaissance
éventuellement, il va même venir scanner des QR codes, des tags, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et il va faire l'inventaire lui-même. Évidemment, ce qu'il y a de drôle quand on fait ce genre de choses, c'est que quand ça commence à marcher, c'est sympa, mais alors on passe par des phases d'expérimentation qui donnent en gros comment est-ce que l'hélicoptère se repère dans l'entrepôt. Donc là on a trouvé des trucs qui sont pas trop mal avec des marques au sol qu'il lit en passant, mais ça donne quand même des trucs comme quand vous commencez à avoir 3-4 hélicoptères en l'air, ça rate pas, il se télescope, il tombe sur la tête du gars qui était justement en train de pousser un chariot en dessous, ou alors il volait pas assez haut et puis le gars était un peu grand, donc voilà. Ou alors il était très haut et le gars qui était un peu grand se méfiait, donc là il voit qu'il est très haut, mais il tombe en panne de courant à ce moment-là, etc. Donc on passe à travers toutes ces phases-là qui sont assez marrantes parce qu'on fait un petit peu de recherche sur ce genre de choses et voilà. On a un programme aussi qui s'appelle Connect and Develop. Je vais vous l'illustrer avec un petit film après, mais en gros ce programme c'est comment on aide des startups. Et demain, en fait, vous pouvez décider de monter votre boîte et de créer une jeune entreprise, une start-up sur laquelle vous allez avoir besoin, parce que vous avez une bonne idée, d'avoir des gens qui ont des contacts chez les clients, etc., et qui vont vous aider, et pourquoi pas même d'un point de vue financier et d'idées sur la manière de faire ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire le fait d'amener votre produit sur le marché. Et puis l'ID management, j'en ai parlé tout à l'heure. Une fois qu'on a fait tout ça, et qu'on voit que le concept marche, que l'hélicoptère ne tombe pas sur le type, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on industrialise, on fait repasser les gens en mode de développement pour que le code soit nickel. Ensuite, on fait des grandes phases de test. Donc le testing, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment un sujet très important dans notre milieu. Donc on fait du testing, on fait aussi du testing sur de la mobilité. Ça, c'est de plus en plus courant. Et donc ensuite on peut emmener le produit sur le marché. Alors dans ces différents outils, mon lab il a créé par exemple toute la stratégie mobile, il a créé le Company Hub qui est un produit que je vais vous montrer tout à l'heure, il a travaillé sur des choses comme ce qu'on appelait chez nous la cafette numérique, comment faire du collaboratif avec de la reconnaissance des gens et de leur intérêt, etc., à des endroits qui peuvent être à distance, via des écrans qui sont connectés à côté des cafétérias. Les white papers, les drones, je vous en ai parlé tout à l'heure. On a travaillé beaucoup avec des startups, notamment sur tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise. Donc des réseaux sociaux d'entreprise. Les réseaux sociaux d'entreprise, c'est, je ne vais pas vous demander si vous connaissez Facebook, vous imaginez Facebook dans l'entreprise. Mais plutôt orienté sur le business et sur ce genre de choses, où en fait les gens peuvent communiquer entre eux sur des connaissances qu'ils peuvent avoir. Vous pouvez trouver justement des gens qui vont détenir la connaissance de ce que vous cherchez, etc. Donc c'est ça l'idée du réseau social d'entreprise. On a fait ça par exemple pour France Télécom, on a fait ça pour Vinci, et ça vient de... Et on a travaillé avec des startups sur ce genre de choses. Donc maintenant je vais vous montrer un petit peu. Je vais d'abord sauter un slide et je vais vous montrer mes souvenirs de vacances. En fait, tous les ans, c'est vraiment ça en plus. Tous les ans, en fait, je vais au CES à Las Vegas. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Consumer Electronics Show. Vous avez dû en voir pas mal de choses à la télé cette année parce que le gouvernement français avait décidé de mettre un petit peu en face sur le sujet. Il y avait une ministre qui était là-bas qui est venue avec toute une troupe de journalistes, donc autant dire qu'on en a entendu parler. Et en fait, pendant que j'étais là-bas, moi j'avais décidé d'aller voir les entreprises françaises qui étaient au CES et de les rencontrer, de voir un petit peu ce qu'ils avaient à proposer. Et notamment cette entreprise que je vais vous montrer là, quand ils sont revenus, on s'est revus tout de suite. On est en train d'engager, dans le cadre de mon programme Connect and Develop, des nouvelles choses justement. Pas mal. On crée des grilles qui s'appellent Minco, et le but c'est de démocratiser l'utilisation de la maquette virtuelle 3D dans l'entreprise, donc d'aider tous les gens dans l'entreprise, quel que soit leur poste, à utiliser les maquettes virtuelles.
le plus simplement et le plus efficacement possible. Alors, quel type de marché adresses-tu avec ton logiciel? Alors aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'aéronautique, l'automobile, le luxe, tout ce qui va être en fait industriel et qui utilise la CAO, la concession assistée par ordinateur, pour faire de la 3D. Tout à l'heure, tu me disais que vous faisiez du collaboratif autour de la 3D. Tu peux me raconter un petit peu ce que c'est? Alors le but, c'est de la même manière qu'on va travailler avec des documents textes, ou des tableurs, ou des images, ou de la vidéo aujourd'hui en entreprise, on va pouvoir travailler avec de l'objet 3D. Donc on va le partager, on va pouvoir le visualiser depuis une page web, depuis son smartphone, depuis sa tablette, très facilement, comme n'importe quel autre fichier. Et on va pouvoir annoter le fichier 3D, on va avoir un fil de discussion sur chaque fichier. Et donc en fait, plusieurs utilisateurs sur la plateforme peuvent venir et échanger sur le modèle 3D. Donc le but, c'est de pouvoir vraiment collaborer sur une vision d'un produit, par exemple, pour itérer assez rapidement via une interface web, via son mobile, via tous les écrans en fait qu'on utilise aujourd'hui dans l'entreprise. Et vous pouvez faire de la formation aussi, je suppose, avec ce genre de choses. Tout à fait. Donc on a une plateforme collaborative pour tout ce qui est échange de fichiers 3D sur toutes les plateformes. Et on a aussi en fait un kit de développement pour créer des applications. Et là c'est entièrement personnalisé. Donc ça va de l'application pour voir un simple modèle 3D joliment présenté, jusqu'à des choses complètement interactives, des simulateurs de cockpit, des choses vraiment très complexes qui utilisent différents capteurs. Donc ça peut aller très très loin. Ouais. Tu nous montres un petit peu le produit? Bien sûr. Ici on a une petite démonstration de choses qu'on fait en fait avec l'aéronautique, où on voit le modèle 3D d'origine d'un moteur d'avion. Et le but, c'est de montrer comment on peut utiliser le modèle 3D de l'avion pour faire en fait des instructions de maintenance pour les gens qui sont vraiment au cœur du métier technique. Là, on va pouvoir le manipuler sans avoir à toucher son clavier et sa souris. Pourquoi? Parce que les gens qui vont opérer sur le moteur, ils ont les mains sales, parce que le moteur il est plein d'huile, d'eau et de carburant. Donc on leur permet d'interagir avec la maquette 3D sans toucher l'ordinateur. Donc on utilise un capteur Leapmotion. Et avec de simples gestes, on peut faire tourner le modèle, on peut zoomer. Et on peut aussi avoir une vue exposée. Je mets juste les deux mains comme ça. Voilà, là j'ai une vue exposée de mon moteur, je peux naviguer à l'intérieur. Donc c'est une sorte de notice 3D qui est faite vraiment à partir du savoir-faire de design et de conception 3D de la société qui a créé le moteur. Donc on réutilise leur savoir-faire de conception et de CAO pour faire de l'application métier qui est pertinente et qui est utile pour eux. Merci Jean-Marc. Oui. En fait, ce qui est marrant dans ce qu'ils font, eux, typiquement, c'est que quand vous travaillez sur des modèles 3D comme ça en entreprise, souvent vous utilisez des logiciels, alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais il y a un logiciel qui est très connu pour ça, qui s'appelle Katia, hein, qui est un logiciel qui est édité par Dassault Systèmes. Et ce qui est compliqué en fait, c'est quand vous voulez travailler sur des modèles 3D comme ça, il faut que vous ayez Katia sur votre ordinateur, ça demande des ressources importantes, vous ne pouvez pas avoir un Katia partout. Là en fait, leur système, il permet de faire du collaboratif sur les mêmes modèles 3D qui jusqu'à présent sont obligés à avoir un Katia, mais vous pouvez carrément le faire tourner sur un smartphone, à distance, sur un navigateur web. Donc les gens ils se retrouvent à tous manipuler de l'image 3D comme ça et à pouvoir faire des commentaires, etc. Et ça permet de faire du collaboratif avec des équipes à distance qu'on pouvait faire avant, mais c'était beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, eux, ils ont un système qui est vraiment intéressant. Alors typiquement, ça c'est une start-up et c'est une start-up qui fait de l'innovation avec laquelle nous, du coup, on travaille. Je vais, maintenant que je vous ai parlé un petit peu d'approche, d'innovation, etc., je vais juste passer un petit peu de temps sur un slide qui décrit des business models. Donc encore une fois, pourquoi je vous raconte ça? Parce que en réalité, je discutais il n'y a pas longtemps avec le patron d'innovation d'une grande banque et qui disait finalement, nous, les développeurs, on n'attend plus la même chose aujourd'hui de leur part qu'il y a 5 ans ou 10 ans. On attend d'eux qu'ils aient une vision qui soit plus large sur ce qu'ils sont en train de faire. En gros, on veut des développeurs qui ne soient pas juste des gens qui sortent de la ligne de code, mais on veut qu'ils aient une compréhension de ce qu'ils sont en train de faire et que donc, du coup, ils puissent nous amener des idées plus importantes. Et puis, plus ils vont comprendre ce qu'ils sont en train de faire, et plus ils vont faire attention à des zones de test, à la qualité de leur code, parce qu'ils sauront ce qu'ils sont en train de faire. Donc, il y a une mentalité qui est en train de changer là-dessus. En France, c'était quand même particulièrement compliqué parce que je peux vous dire que
enfin, ça a toujours été comme ça, quand on voyait un développeur arriver dans une entreprise et qu'on lui disait « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans l'entreprise ?» Moi, j'ai toujours eu la même réponse, je veux être chef de projet. Alors, c'est bête parce qu'en fait, le chef de projet, finalement, assez rarement dans l'entreprise, après, il s'occupe de faire de la technique. Et quand vous avez quelqu'un qui a fait 2 ans de développement dans une boîte et qui devient chef de projet, autant dire qu'en fait, vous avez tout le temps dans la boîte des développeurs débutants. En gros, c'est ça. Et en fait, il n'y a jamais ou peu de gens qui ont de l'expérience, parce que ça ne fait pas 2 ans, mais ça fait 10 ans qu'ils font du développement sur les plateformes, et que là, pour le coup, ils connaissent tous les trucs et astuces de ce qu'on peut attendre d'un développeur. Il y a une exception à ça, et je sais que apparemment vous avez une formation là-dessus ici, c'est les jeux vidéo. Parce que dans les jeux vidéo, pour le coup, en général, on va trouver des gens qui, au niveau du développement, vont être vraiment seniors, et qui, moi j'ai un copain qui travaillait dans une grande boîte de jeux vidéo, lui il avait 100 développeurs avec lesquels il travaillait, tous les jours il codait au milieu d'eux, mais il était le référent, et tout le monde venait le voir, etc. De plus en plus, heureusement, dans les entreprises, on commence à se rendre compte de l'importance de la qualité du code qui est produit et de la valeur que peut avoir le développeur. Et de plus en plus, on demande aussi au développeur de comprendre ce qu'il est en train de faire et de comprendre les business models qui sont adossés à ce qu'il va développer. Autre chose qui est importante également, c'est que peut-être que certains d'entre vous, surtout ceux qui font de la mobilité ou qui font des apps ou des choses comme ça, à un moment ou à un autre vont se dire « Non mais moi en fait j'ai plein d'idées pour faire des apps, je sais que je peux en vivre et confortablement, en plus moi mon truc c'est plutôt d'aller me coller sur une île déserte et de passer du temps à faire mon truc, je le publie sur une marketplace et hop, ça rentre tout seul. » Sauf que pour faire ça, il faut avoir quand même une petite idée de la manière dont justement les business models aujourd'hui existent. Et quand on fait de l'apps, quand on fait des apps, quand on fait des applications mobiles, etc., en fait il y a plein de moyens qui parfois sont assez complexes d'ailleurs de monétiser ce qu'on peut produire en termes d'applications. Le premier type de modèle dont je voulais vous parler là, qui s'appelle le dégroupage, en fait c'est pas tellement ce dont je suis en train de parler. Le business model en fait il consiste à éclater les différentes activités qu'on peut avoir dans une société pour justement favoriser l'expansion de chacune de ces activités. C'est le cas par exemple des opérateurs téléphoniques, c'est le cas de... J'ai un exemple qui est EDF. Vous savez, à un moment, EDF, ils faisaient tout en même temps. Aujourd'hui, ils ont dégroupé, c'est-à-dire que d'un côté, il y a les gens qui vendent, de l'autre côté, il y a ceux qui produisent, de l'autre côté, il y a ceux qui distribuent, RDF, etc. Donc voilà, ça c'est du dégroupage. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est vendre moins de plus. Vendre moins de plus, ça veut dire quoi? C'est avoir plein de petites applications, par exemple, et les vendre à des niches, donc à quelques utilisateurs, et par contre en vendre plein. Donc plein de petites applications. C'est un peu ce qu'on fait nous chez GFI, où en tant qu'éditeur, on a 50, je crois qu'on édite 50 types d'applications aujourd'hui. Autant vous dire que les 50, on ne les vend pas à des millions d'utilisateurs. On vend plein d'applications enfin, plus d'applications à moins de gens. Voilà. C'est également d'ailleurs le cas de Facebook. Là, il faut comprendre un peu le modèle de Facebook aussi. Vous avez remarqué que Facebook, vous avez une plateforme dans laquelle il y a plein d'applications, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, eux, c'est leur modèle aussi, c'est de se dire, on va faire de la distribution d'applications que des développeurs vont venir mettre à l'intérieur. Et d'ailleurs, quand vous êtes développeur Facebook, vous pouvez très bien imaginer vos business models pour pouvoir aller vendre vos applications au travers du modèle de Facebook. Parce qu'en fait, c'est sympa de publier une application dans Facebook, mais en général, vous pouvez même avoir une idée derrière de la manière dont vous allez pouvoir monétiser ça. Et pour le monétiser, il y a plein de solutions. Il y a la pub, il y a ce qu'on appelle le freemium, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez à utiliser l'application, je suis sûr que vous êtes tous fait avoir sur ce genre de truc,
vous commencez à utiliser l'application, le jeu là qui vous rend complètement dingue, sur lequel vous êtes obligé de vous connecter tous les jours, c'est parce que sinon votre poisson rouge il va mourir. Donc, et ça en fait, au bout d'un moment, quand ça vous avez des jeux qui sont gratuits, mais il y a des moments où vous allez pouvoir acheter des extensions. Et c'est sur les extensions en gros que le business model est construit. Ça, en l'occurrence, j'ai pris un peu d'avance, hein, mais c'est les modèles qui sont derrière les modèles du gratuit, où en fait, le gratuit n'est jamais vraiment gratuit. L'idée derrière, c'est de pouvoir vendre du freemium, c'est de pouvoir vendre des choses comme ça. Les plateformes multifaces, c'est en gros l'idée d'avoir de la symbiose entre les différentes plateformes qui existent, comme par exemple, alors c'est le cas de Google, mais je trouve qu'un exemple qui est intéressant, c'est celui des consoles de jeux, où en fait, vous avez des business models. Vous savez que lorsque la PlayStation est sortie, Sony, en gros, par défaut, perdait de l'argent sur chaque console. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils en gagnent particulièrement encore maintenant. C'est pas ça, en fait, qui leur fait gagner de l'argent. Ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est les autres business models, c'est-à-dire toutes les autres choses qui viennent se connecter dessus. D'ailleurs, c'était le cas des consoles de Sony, mais c'est aussi le cas de la Xbox, hein, où c'est pareil, au début Microsoft perdait de l'argent sur chaque machine. Et sauf que c'est tout ce qui est jeux en réseau, et téléchargement des jeux, et les redevances que les éditeurs de jeux payent, etc. C'est ça en fait qui leur ramène de l'argent. Donc à chaque fois que vous imaginez, que vous dites « Ah, j'ai une super idée de logiciel que je vais pouvoir construire, etc. » Posez-vous la question, c'est quoi le business model qui est derrière? Et vous allez voir qu'il y a plein de types de business models qui existent et qui peuvent se croiser. Je vous invite à regarder un petit peu de littérature sur le sujet. Vous verrez, il y a quand même pas mal de choses qui sont très intéressantes sur le sujet. La deuxième partie de ce que je vais vous raconter touche plus à la mobilité elle-même. Et je pense qu'en fait, je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur le marché de la mobilité, et en particulier sur l'importance, sur la croissance du marché de la mobilité. Il y a un truc qui est assez intéressant pour vous donner un ordre d'idée de l'explosion du marché mobile aujourd'hui, c'est qu'il s'est vendu en 2013 plus d'un milliard de smartphones, sachant qu'en 2012, il s'était vendu à peu près 1 milliard de smartphones depuis le début du smartphone. Donc c'est-à-dire que rien que sur 2013, on a doublé, ou en tout cas on a renouvelé l'équivalent de tout ce qui s'était vendu en smartphone dans le monde. Donc l'explosion, elle est phénoménale. La première fois que j'ai donné une conférence sur la mobilité, j'avais fait des slides où j'avais été chercher des trucs chez les différentes sociétés qui font la statistique, etc. En France, on était un des pays les plus avancés au monde en matière d'équipement de smartphone, parce qu'il y a un phénomène qui est propre au marché français, qui est la subvention des opérateurs telco sur l'achat des téléphones. Ce qui est assez propre à la France en réalité. Dans les autres pays, vous ne trouvez pas forcément ça. Donc, au moment, il y a 2 ans et demi, j'étais à 36% de part de marché du smartphone en France. C'est-à-dire qu'il y avait 36% des téléphones qui étaient des smartphones, il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, ce chiffre, il est en train d'atteindre 70% en 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il ne reste à peine que 30% des téléphones des utilisateurs qui ne sont pas des smartphones. Je pense que chez GFI, on doit avoir la moitié de ces 30%, donc voilà, je plaisante. Donc les smartphones aujourd'hui, près de 70%, vous imaginez un peu l'importance du marché. Et aujourd'hui, le mobile, le téléphone mobile, je ne vais pas vous l'apprendre non plus, ça devient l'un des premiers moyens d'accès à l'Internet. Et parce que les gens veulent se connecter dessus, mais même quand ils ne le veulent pas, de toute façon, le mobile se charge bien de se connecter à Internet et de créer du trafic. Bon, vous connaissez tous les offres qui existent aujourd'hui, la 4G, la 5G qui devrait arriver, enfin qui est déjà en expérimentation. Bref, tout ça n'en finit pas. Ça va vraiment dans l'accélération du smartphone, et c'est pour ça que je suppose que la plupart d'entre vous font d'abord du développement mobile avant de faire du développement d'autre chose, parce qu'aujourd'hui, c'est la plupart des développements qu'on peut faire en entreprise vont vers le développement mobile. Le développement mobile, c'est pas forcément que le smartphone et c'est pas forcément que les apps, hein, on est bien d'accord.
Alors évidemment, il y a deux visions qui s'opposent sur le marché. Elles font de grand écart. Il y a des visions intermédiaires, mais c'est celle d'Android et d'Apple. Et là, à nouveau, on a des business models qui sont complètement opposés, avec des business models qui sont très ouverts d'un côté, d'autres qui sont très fermés de l'autre, avec les avantages et les inconvénients que ça peut engendrer, en particulier les problèmes de sécurité, quand on parle d'Android, des problèmes justement de systèmes trop fermés quand on parle d'Apple, et puis après vous avez des choses intermédiaires, vous avez des systèmes de Windows qui sont en train de prendre de l'essor aujourd'hui. Enfin, moi j'ai toute une gamme de Nokia là, que je trouve intéressante pour la partie mobilité, je pourrais vous en parler si vous voulez. Et donc voilà, on a un marché qui est en pleine mouvance de ce côté-là. Alors ce qui est amusant, j'en parlais tout à l'heure dans une interview que je faisais ici, c'est la répartition des OS sur le marché. Ici c'est la répartition des OS sur le marché français. Alors vous voyez un petit peu d'ailleurs la dégringolade de BlackBerry sur le marché. Ce qui est intéressant, c'est que, on a Android qui est à la base aujourd'hui libre, qui est de loin en tête sur le marché. Et encore, en France, c'est pas le pays où Android a plus de part de marché. On a iOS qui est en train de perdre un petit peu de part de marché aujourd'hui. Ils se maintiennent, mais ça commence à être un petit peu à la baisse. En France, Microsoft s'en sort pas mal par rapport à d'autres pays. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, ils sont en train de piquer toutes les parts de marché de BlackBerry, parce que je parlais tout à l'heure de l'un des points les plus importants quand on parle de mobilité, qui est la sécurité. Et en fait, c'est là-dessus que Microsoft est en train de jouer pour pouvoir prendre des parts de marché dans les entreprises. C'est vraiment dans les entreprises que là, il y a une adoption très très forte de la part des grandes entreprises du CAC 40, etc. et qui viennent s'équiper plutôt sur du mobile Windows Phone. Moi, j'étais assez étonné en clientèle de voir le nombre de clients qui sont en train de basculer vers du Windows Phone aujourd'hui, parce qu'il y a des prix qui sont, je dirais, plus accessibles que l'iPhone enfin, vous prenez un 5S, vous savez plus ce que ça coûte. Donc aujourd'hui, on a des modèles qui sont assez intéressants comme ça. Puis sur Android, il y a aussi des versions d'Android qui sont sécurisées, qui sont également intéressantes. Tout ça, ça a une très très grosse répercussion en matière d'équipement des utilisateurs et dans la manière dont vous, en tant que développeur mobile, vous devez réfléchir votre approche du marché. Ça, c'est ce qu'on appelle la fragmentation du marché mobile. C'est-à-dire qu'en fait, quand on développe pour un système en mode natif, on va pas pouvoir, enfin, l'application ne va pas tourner de manière instantanée sur les autres systèmes. Alors vous allez me dire, oui, mais il existe des systèmes qui permettent de développer, qui ensuite portent automatiquement. Oui, mais n'empêche que le mode natif reste, c'est-à-dire le fait de développer pour un OS en particulier, reste le moyen le plus efficace, enfin, d'avoir une application efficace et qui sait utiliser l'ensemble des possibilités de l'appareil. Cette problématique de la fragmentation de marché, elle est particulièrement importante, parce que surtout quand on commence à parler de ce qu'on appelle le BYOD et le COPE et COP. Vous savez ce que c'est, ce dont je suis en train de parler là, le Bring Your Own Device et le COP. Alors le BYOD en fait, c'est le fait qu'effectivement on laisse les utilisateurs d'une entreprise venir dans l'entreprise avec leur propre téléphone, on leur donne accès à des services. Ça a un avantage, les gens qui aiment ce système-là nous disent « Ah ouais, mais c'est super parce que les gens sont contents, ils viennent avec leur propre téléphone, et puis en plus ça coûte moins cher parce qu'on n'a pas besoin d'acheter les téléphones. Donc c'est quand même super. » Alors moi, si vous lisez, si vous me faites l'honneur de lire le livre blanc sur la mobilité que vous pouvez télécharger là sur le site, vous verrez que je suis très partagé sur le BYOD, parce que en l'occurrence, là où on pense qu'on fait des économies sur l'achat des terminaux, vous imaginez un peu le bazar en termes de sécurité que ça peut produire dans une grande entreprise. Vous êtes obligé de mettre en place des systèmes qui vont justement faire une coupure entre la vie privée et la vie publique de l'utilisateur sur le téléphone. Vous allez devoir faire attention à ce que vos systèmes soient bien étanches
entre la partie privée et la partie publique. Enfin, bref, ça pose beaucoup de problèmes de ce type-là. Et en plus, lorsque vous voulez sortir une application dans votre entreprise pour la donner ensuite à vos utilisateurs, bah, en gros, si vous voulez que ce soit une application native, il faut la développer 3 ou 4 fois dans chaque technologie. Ou alors, il faut faire la web app, sauf que la web app, avant d'utiliser tous les côtés intéressants qu'il y a sur un smartphone, même en HTML5, c'est quand même compliqué. Je sais pas, il y a des développeurs mobiles ici? Il n'y en a pas tant que ça en fait. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce que ça donnait que de faire du développement en web app avec de l'HTML5 pour pouvoir faire du cache sur le téléphone. Ouais, alors faire le cache sur le téléphone et puis créer des sockets à partir de HTML5 pour pouvoir aller dialoguer avec des systèmes internes de l'entreprise, mais c'est monstrueusement galère. Et ça évolue tout le temps. Chaque fois qu'il y a un smartphone qui sort, il sort avec des systèmes qui sont différents. Bref, ça, c'est vraiment un problème. Alors, il y a une autre façon d'aborder le sujet, qui est, comme certaines grandes sociétés françaises ont choisi de le faire, c'est le corporate own. Ça, elle a bougé toute seule. Ouais. En fait, donc, ça consiste à dire qu'on va donner à l'utilisateur un mobile, et c'est ce que font quelques grandes sociétés aujourd'hui. Je pense notamment à une société qui fait du utilities, qui est très connue en France, je ne peux pas citer là, mais qui en fait a acheté 6000 Samsung Galaxy S4, les a donnés à tous ses employés, y compris les gars qui font des travaux dans les égouts, etc. En leur disant, bah voilà, c'est votre mobile d'entreprise, vous l'utilisez pour l'entreprise, et si vous voulez, bah vous pouvez l'utiliser comme mobile personnel. Donc ça c'est pas mal pour une entreprise parce que du coup vous avez un parc de mobiles à gérer. Et alors ils ont constaté un fait auquel ils ne s'attendaient pas, c'est que jusqu'à présent en fait, quand ils donnaient un mobile à leurs employés, en général les employés n'en prenaient pas du tout soin. Souvent c'était des mobiles qui étaient de qualité approximative, et en fait ils se retrouvaient avec un taux de casse énorme, etc. À partir du moment où les employés ont eu ce mobile-là, qui est un truc haut de gamme, qui est plutôt valorisant, etc., et qu'on leur a dit ça devient ton mobile perso aussi, ils n'ont quasiment plus aucun retour, enfin, ou exceptionnel par rapport à ce qu'ils avaient avant, parce que les gens font attention justement à leur mobile. Donc ça c'est plutôt un truc intéressant, parce qu'effectivement il n'y a qu'une seule flotte à gérer, c'est beaucoup plus homogène, et vous pouvez avoir des outils qui coûtent moins cher, effectivement. Donc il y a un coût d'achat au début, et par la suite ça marche pas mal, et en mobilité d'entreprise c'est plutôt intéressant. Tu peux nous raconter un petit peu ce que vous faites? Oui, alors Meg design des solutions connectées pour le végétal. C'est parti d'un constat assez simple. Finalement, le jardinage, c'est un hobby, un des premiers hobbies dans le monde. Et finalement, les gens pensent ne pas savoir comment utiliser ou comment prendre soin des plantes. Et donc, on a décidé de créer des solutions pour aider les personnes à entretenir leurs plantes. Alors donc, c'est un objet connecté. C'est un objet connecté, un objet unique sur le marché. Aujourd'hui, qu'on présente, c'est donc le pot Optima, un pot intelligent, connecté, qui est équipé d'une réserve d'eau, une réserve de 4 litres. Donc pendant vos vacances, elle va arroser les pots, arroser les plantes quand elles en ont besoin. C'est un pot qui est équipé de tout un tas de capteurs, luminosité, température, mesure de l'engrais. Et donc ça va vous permettre de recevoir des alertes quand il y a besoin d'effectuer donc quelque chose, une opération sur la plante. Alors comment je reçois mon alerte justement? Donc on a développé une application mobile qui est donc connectée par Bluetooth Smart, Bluetooth Low Energy, et qui va donc instantanément vous donner une alerte si donc ça va pop-upper vraiment sur l'iPhone quand il y aura besoin. D'accord, ça veut dire que non seulement je sais ce qui se passe sur le pot, mais en plus le pot prend des actions. Voilà, tout à fait. Donc, le pot est autonome vraiment sur l'arrosage.
et en même temps, il vous prévient de tout ce dont la plante a besoin en fait, donc pour faire une photosynthèse réussie, pour être verte, pour être en pleine santé, et donc vous prévient de toutes les petites opérations qu'il faut faire en plus. Alors pourquoi la présence au CES en fait? Alors le CES, c'est d'abord pour établir des contacts avec des distributeurs, avec des partenaires, et puis le marché américain qui est quand même un très gros marché, surtout pour les objets connectés. Donc on vient ici rencontrer, échanger, on a pas mal de rendez-vous, et on a un kick-off en 2014, donc à suivre pour l'aventure Meg. À quel moment est-ce que vous commencez justement à commercialiser? Pour la fête des mères, cette année. D'accord. Il y a un site où... Ah tout à fait, pour plus d'informations, meglife.com. Et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. Dès que le produit sera sorti, on vous enverra un petit mail pour vous en avertir. Merci beaucoup. Bon, vous avez vu vous avez vu l'introduction, en gros, vous imaginez de quoi je vais vous parler. Les objets connectés aujourd'hui, c'est marrant, c'est pas le style que j'attendais là, mais c'est là. Les objets connectés aujourd'hui, c'est... on imagine que d'ici la fin de la décennie, il y aura 80 milliards d'objets connectés dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, alors je vais vous passer tout ce qui est techno qui correspond à dire qu'on ne va pas avoir assez d'adresses IP pour faire dialoguer tout ce monde-là, etc. Enfin, 80, c'est une bêtise, puisqu'aujourd'hui on a les systèmes pour ça. Mais 80 milliards d'objets connectés, ça veut dire qu'on va avoir une vraie explosion des objets connectés et qu'on va avoir en fait des petits bouts d'ordinateurs qui vont être intégrés à autre chose que du téléphone ou des téléphones, et que la mobilité en fait c'est pas uniquement développé pour des téléphones, et c'est aussi penser à ce genre de device. C'est pour vous non seulement penser à comment vous allez développer sur les objets connectés, mais pourquoi pas imaginer des objets connectés vous-même, parce qu'il y a de plus en plus de moyens pour ça. Quand j'étais au CES là, au mois de janvier, il y a le patron d'Intel qui a montré en fait la dernière chose que Intel est en train de sortir, qui sortira là je pense que ce sera disponible sur le marché au mois de juin. En gros, c'est un ordinateur complet avec Wi-Fi, Bluetooth, low energy, etc. Qui tient qui fait à peu près la taille d'une pièce de 20 centimes. Quoi. Voilà. Donc on a vu le truc, et c'est un ordinateur complet. Qu'est-ce qu'ils en font? Alors après, vous en tirerez vous-même l'intérêt que ça peut avoir. Ils montraient des cas d'usage où par exemple ils montraient un bébé, et sur le bébé ils intégraient un truc comme ça qui était dans un petit animal, genre une petite grenouille qu'ils avaient mis sur le vêtement du bébé qui était en train de dormir, et puis derrière en fait le truc était blindé de capteurs comme on peut l'imaginer, et en temps réel il émettait la température du bébé, le rythme cardiaque du bébé, enfin bon, tout ce que vous pouvez imaginer sur l'état de santé instantané du bébé. Tous ces éléments revenaient sous forme de graphique, quelque chose comme ça, sur de l'écran OLED courbé qui était intégré dans une tasse à café. Bon, tout le monde en sortira les conclusions. Moi personnellement, avoir une tasse à café qui m'indique le rythme cardiaque de mon bébé en temps réel, je trouve ça extrêmement flippant, quoi. Mais on imagine que effectivement ce genre de choses, ça va se retrouver partout. Et d'ailleurs, si vous lisez les articles que je vous conseillais en début de cours, vous verrez qu'aujourd'hui, la plupart, il y a de plus en plus de constructeurs qui sont des constructeurs automobiles, par exemple. Je pense à Ford notamment, je pense à tous les gens qui sont en train de travailler avec Google, etc., qui sont en train de concevoir des vrais ordinateurs sur roue. Et pour le coup, en fait, tous nos objets, nos voitures, nos frigos, etc., vont être connectés. Il va falloir analyser ces données, et il va falloir programmer ces objets. Et je pense que ça, c'est vraiment une explosion que vous allez voir arriver, et sur laquelle vous participerez à développer dans les années futures. Tout à l'heure, je vous ai parlé des business models qui accompagnent en fait la mobilité. Je pense que je vais me diriger tranquillement vers la fin de la conf avec ça. Les business models qui accompagnent la mobilité,
ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on lance des applications mobiles, le développement d'applications mobiles, ce qui est important, c'est non seulement de cadrer les besoins de l'application qu'on va créer, donc en gros, c'est quoi le besoin métier de l'application qu'on va créer, mais c'est aussi de comprendre quelle est, et d'avoir la maîtrise de ce qu'est le marché mobile, pour pouvoir en faire une application mobile qui ait du sens. C'est un petit peu abstrait ce que je suis en train de vous dire, vous allez le comprendre au travers de quelques exemples. Pour moi, quand on crée une application mobile, et tout ce que je dis là, j'ai fait une parenthèse sur les objets connectés, mais finalement est plutôt bien adapté aussi aux objets connectés. Quand on crée une application mobile, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une triple approche. La première approche, c'est de se dire quel est l'utilisateur que je veux cibler. Donc c'est quoi? La segmentation marketing. Imaginons que je décide on ne fait pas forcément une application qui se destine à tout le monde. Les applications, elles ont souvent un marché, et ça, c'est la segmentation marketing. La deuxième chose, c'est quoi l'adéquation qu'il y a entre la cible mobile, la fonction et l'usage du client. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce qu'il y a bien une adéquation entre la personne pour qui je vais développer mon application mobile et son équipement? Ça, je vais y revenir au travers d'un exemple. Et le troisième point, qui est hyper important, et quand vous faites de la mobilité ou de l'application aujourd'hui, ce triptyque-là, il s'applique quasiment toujours, c'est quoi le business model? Donc, encore une fois, je vous invite à vous documenter sur les business models de la mobilité et de l'informatique. Alors, un petit schéma, tout ce qu'il y a de plus simple pour expliquer ce que je viens de raconter. La première partie, c'est à qui s'adresse le marché, l'application que je veux développer. Je vous donne un exemple. Mon marché, c'est les ados. Les ados, je vais cibler, je vais dire par exemple pré-ado et début d'ado, alors on va dire, je sais pas, de 10 à 15 ans. Voilà, ça c'est mon marché. Si mon marché c'est les ados ici, et que je décide de faire une application qui va utiliser des spécificités de mon mobile, en réalité je peux complètement passer à côté de ce que je suis en train de faire. Et ça arrive très fréquemment, j'ai plein d'exemples sur le sujet. Parce que, en l'occurrence, la plupart des gens, quand ils font la première application mobile qu'ils veulent développer, ils se disent « Ah ben, il faut une appli pour iOS. Parce que moi, je veux développer pour l'iPhone. » Bah ouais, si j'ai choisi un segment marketing qui est de développer une application pour les ados, c'est sûr que mon application sur un iOS, je vais réussir à le faire, parce qu'en fait, c'est des machines qui sont quand même super puissantes. Il y a plein de choses que je vais pouvoir utiliser dessus, ça va tourner, etc. Sauf qu'entre 10 et 15 ans, cette segmentation marketing-là, en général, il n'a pas d'iPhone. Alors oui, il y a quelques endroits où, effectivement, ils ont un iPhone 5S dans les beaux quartiers, etc. Mais, de manière générale, le pré-ado, il n'a pas d'iPhone 5. Et en général, si vous lancez, si vous avez pris cette segmentation marketing et que vous avez pris ce type de device et ce genre d'approche, vous risquez juste de complètement rater votre cible. Il y a plein d'exemples comme ça. J'ai travaillé il y a quelques temps pour des gens qui ont des stations d'essence. Et en fait, ils se posaient la question justement de savoir comment ils allaient aborder leur public pour les stations-service. Ils se sont plantés sur justement l'approche iPhone, etc. Parce que comme l'exemple qui est ici, ils utilisaient la puce GPS, ils utilisaient plein de trucs là-dedans, sauf que les camionneurs qui avaient besoin, qui étaient leur cible sur ce truc-là, bah en fait, la plupart, ce n'était pas des iPhones qu'ils avaient. Donc, taux d'utilisation de l'application vraiment hyper basse, et en enquêtant un petit peu pour savoir pourquoi, les mecs disaient tous la même chose. D'ailleurs, c'est assez intéressant quand on fait une étude de marché. Je vous invite à regarder ce type d'outils, c'est intéressant. Quand vous posez la question de comment vous allez développer une application mobile et ce que vous allez mettre dessus, c'est vous poser la question autour de ces 4 carrés là, qui sont toujours plus ou moins les mêmes. En fait, c'est comment est-ce que mon application, elle me permet, ou mon marché, comment est-ce que je vais répondre à ces points-là, et dans toutes les entreprises, dans ce genre de questions, dans toutes les applications, comment est-ce que je permets de jouer, de faire de la productivité, de me déplacer et de m'informer avec mes mobilités.
Et là, vous voyez que j'avais fait une étude sur justement du déplacement et, pour cette fameuse boîte. Et en l'occurrence, on se rend bien compte qu'il existe déjà plein d'applications qui sont des applications diverses et variées qui peuvent exister autour de tous ces trucs-là. Ce qui est intéressant quand on lance une application aussi, quand on veut développer une application mobile et quand on veut faire ce genre d'application, c'est de commencer par un état de l'art. Et ça, c'est l'état de l'art. En gros, c'est bien regarder ce qui existe déjà sur le marché pour ne pas réinventer la roue ou pouvoir faire des choses un peu différentes. Je vais juste vous montrer une appli, en fait. Alors je vais tenter une expérience là. Je vais essayer de vous montrer une appli qu'on a développée. Je ne vais pas vous faire tout le marketing de l'appli en question. Je vais essayer de vous montrer une appli qu'on a développée avec mon équipe d'innovation justement. Qui terminera d'illustrer un petit peu ce que je vous ai dit sur la mobilité en entreprise. Alors je suis obligé de faire un truc un peu tordu là pour vous montrer ce que je veux vous montrer. Parce que sur ces devices, ils n'ont pas eu la bonne idée encore de permettre j'y suis presque. Comme ça. Voilà. Bon, en fait, je vais vous montrer, pour illustrer un petit peu tout ce que je vous ai raconté depuis le début, en fait, je vais vous montrer comment est née une application. C'est une application en fait qu'on a montée avec Nokia, donc le constructeur de ces téléphones. Et l'idée en fait pour Nokia, c'était de dire bon, nous on veut pouvoir créer de la marketplace on veut créer des marketplaces en fait où en fait les gens peuvent télécharger leurs applications mais qui sont des applications d'entreprise. Donc je ne veux pas aller sur la marketplace publique parce qu'en l'occurrence si je fais une application d'entreprise et que elle doit fonctionner que pour mon entreprise, ben, je veux pouvoir faire du téléchargement d'applications qui soient uniquement dédiées à mon entreprise. C'est un petit peu compliqué parce que ça veut dire que les applications on doit les signer. Donc il faut qu'on leur approche, qu'on leur mette une signature qui permet ensuite de télécharger cette application uniquement sur un téléphone qui lui-même va être signé. Ça marche pas super hein, leur système Nokia. En fait, pourquoi je suis en train de faire ça depuis le début, c'est qu'en fait, il n'y a pas de système sur ces téléphones pour pouvoir projeter l'image du téléphone directement sur un écran. Donc ils ont fait un truc un peu particulier pour ça. Voilà, ça n'a pas marché, non. Bon, voilà le genre d'application qui est mal pensée. Je reviens.
fonctionne. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc en gros, ce qu'on a créé là, c'est une application d'entreprise qui permet de venir se connecter sur n'importe quel système de l'entreprise et qui sur n'importe quel système, sur n'importe quel mobile, c'est-à-dire que ça tourne sur tous les... on a développé en mode natif sur Android, sur Windows Phone, sur iOS, et qui va permettre en fait de venir se connecter sur les systèmes de l'entreprise et d'amener des informations pour les employés. En réalité, bizarrement, en entreprise aujourd'hui, on ne trouve pas encore énormément d'applications qui sont dédiées. Alors de plus en plus, les éditeurs commencent à apporter des applications du type une CRM, ou des trucs un petit peu plus métier, et quelque chose qui permet de couvrir plein d'informations dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué à trouver. Donc en fait, là, ce qu'on a créé, c'est un portail mobile. La particularité de la mobilité, c'est qu'en général, quand vous êtes en mobilité, vous n'êtes pas toujours connecté. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose que je suis en train de dire chez nous, mais quand vous discutez avec les opérateurs téléphoniques, ils vous disent « Ah si, justement, vous êtes tout le temps connecté ». Les gars dont je parlais tout à l'heure, qui vont dans les égouts, ou ceux qui vont travailler chez GDF, etc., sur des sites un peu compliqués, eux, ils savent ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des moments, ils veulent avoir accès à des informations sur leur mobile, mais pourtant ils ne sont pas connectés. Ça pose un vrai problème pour les gens qui font de la mobilité, et vous en faites tous, je le répète, c'est la gestion de ce qu'on appelle le cache. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir garder en mode local des données et ensuite pouvoir les resynchroniser. Bon, typiquement, là, vous voyez, j'ai un annuaire qui est un annuaire d'entreprise. Alors, comme les coordonnées sont les plus mal chaussées, chez nous, qui est sur une boîte de 11 000 personnes, je crois qu'on doit avoir 7 ou 8 annuaires différents, quoi. Donc, 7 ou 8 annuaires différents, c'est quand même juste le bazar. On essaie de les agréger, mais à chaque fois, on rachète une boîte ou un truc comme ça. Donc, à chaque fois, on se retrouve avec des annuaires dans tous les sens. Ben voilà, on a un système qui tourne dans le cloud, qui est ce qu'on appelle un agrégateur, c'est le back-office de notre système. Lui-même, ce système, il vient se connecter via des connecteurs à plein de systèmes derrière, à mes 7 annuaires par exemple. Il agrège l'ensemble des données des 7 annuaires et il vient les présenter sur l'ensemble des mobiles. Et ensuite, je me retrouve donc avec un mode déconnecté et je vais pouvoir, si je le souhaite, voilà, si je tape correctement, je vais par exemple pouvoir afficher la fiche d'un utilisateur, un gars qui a bien rempli sa fiche par exemple, voilà, et je vais pouvoir téléphoner, etc. L'avantage, c'est que là, on a fait des tests, on tient 120 000 utilisateurs dans notre base de contact, y compris quand le téléphone il est déconnecté, et ça fonctionne tout le temps. Ça, c'est un premier avantage. Mais en fait, bon, vous allez me dire, si c'est juste faire un annuaire sur le téléphone, ok, il n'y a pas de quoi s'exciter. Si vous avez compris la manière dont on fonctionne là, c'est-à-dire avoir du mode cache, avoir des connecteurs et aller se mettre sur les systèmes de l'entreprise, en fait, je vais de plus en plus maintenant utiliser ça pour plein de services. Je suis toujours dans la même application. Vous voyez, j'ai fait un petit slide là, c'est à la mode Windows Phone, j'ai glissé sur le côté. Et en fait, là, je me retrouve dans un mode qui est ce qu'on appelle du contextuel. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de mon agenda, en fonction de l'endroit où je me trouve, donc là, on est en plein vraiment dans l'utilisation des aspects mobiles, je vais aller chercher de l'information qui est contextuellement intéressante pour l'utilisateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je parlais d'EDF tout à l'heure, imaginez un de nos commerciaux chez GFI qui va en rendez-vous chez EDF, qu'est-ce qui se passe? Non seulement son téléphone se rend compte qu'il est en train d'arriver à un endroit où il y a EDF, mais en plus, il a vu que dans son agenda, il y avait quelque chose qui parlait d'EDF. Donc, vu que l'utilisateur, il s'est rentré des mots-clés, comme ceux-là par exemple, où il a mis une pertinence, des choses comme ça, où il a associé des mots-clés, où il a joué un petit peu avec du sémantique, en fait, automatiquement, on a un algorithme de scoring qui va regarder quelle est la pertinence d'un mot-clé à un moment donné par rapport à un contexte, et il va aller automatiquement chercher au travers de plein de connecteurs les différentes sources qui permettent de trouver de l'information pertinente. Et l'information pertinente, là, on va aller la chercher sur du Bing News,
on va aller la chercher sur du Google News, on va aller la chercher dans Yammer, réseau social d'entreprise, là je suis dans mon entreprise, on va aller la chercher dans la CRM de l'entreprise, et là vous voyez par exemple je peux même ouvrir un écran dans lequel je vais tomber sur ma CRM d'entreprise et pouvoir lire les différents comptes rendus qui ont été faits. Et là je suis vraiment sur ma base de CRM, je vous parle de CRM, ça vous parle la CRM ou pas? Ouais. Donc je suis vraiment sur la base de CRM de mon entreprise. C'est une base de CRM qui n'a pas d'outils mobiles et pourtant voilà, je peux accéder à toutes mes informations. Les commerciaux chez nous ils adorent ça parce qu'en fait ils ont juste plus besoin de préparer leur rendez-vous. Ils se pointent en rendez-vous, le téléphone a fait une petite agrégation de toutes les news qui viennent de sortir sur internet, sur l'entreprise, sur leur client. C'est relié à LinkedIn, donc petite fiche sur le client. Donc ils ont les dernières infos. Ils savent ce que leurs collègues ont fait parce qu'ils ont les infos qui viennent de la CRM. Donc au lieu de faire des recherches dans tous les systèmes, etc., vous avez un agrégateur qui se retrouve sur le mobile. J'ai une marketplace privée. J'ai des news internes, Pilego, avec par exemple, il y a des moments quand je lis les news internes chez nous, j'ai l'impression de lire l'équipe. Parce qu'en fait on est sponsor du PSG handball, donc handball. Et donc voilà, on sait en permanence ce qui se trouve sur voilà, les scores du PSG qui vient de battre Barcelone 38 à 28. Et tout ça c'est en mode cache. Hein. Donc ça veut dire qu'en fait on a de la synchro sur l'ensemble des données. On fait de la BI aussi, connectée et déconnectée. Ça veut dire qu'en fait on sait venir se connecter à n'importe quel type de données, de base de données, de CRM, etc. Et sortir des choses comme ça. Vous voyez, on est quand même assez loin des applications qui sont des applications des applications grand public. Et pourtant, on arrive à rendre. Après, il faut trouver que ce genre d'histogramme est sexy, mais on arrive à rendre sympa quand même différentes choses sur mobile. Et puis on sait même faire de la donnée en mode transactionnel, c'est-à-dire qu'on sait aller remplir automatiquement des demandes de congés, des demandes d'achat, des demandes de validation, ce qu'on appelle des workflows, directement à partir du mobile. C'est pour ça aussi que dans des applications... Et cette application-là, elle est commercialisée ou... Non, je vous laisse la parole dans 2 secondes. En fait, je termine juste ce que je suis en train de dire. En fait, c'est pour ça que dans une société comme la nôtre, c'est important de faire de l'innovation parce que c'est pour pouvoir sortir ce genre de produit qui aujourd'hui va remporter un vrai succès sur le marché, on le sait déjà, qu'on a des équipes qui en avance de phase font de l'innovation, qui de plus en plus travaillent sur la mobilité. J'ai terminé l'ensemble de mon exposé et maintenant avec plaisir je réponds à vos questions. Bref, donc. Voilà, en fait la question c'était si le produit est commercialisé. Alors aujourd'hui, quand on sort ce genre de choses, là on est dans une phase qui s'appelle la phase d'incubation chez nous, c'est-à-dire que le produit arrive juste sur le marché maintenant, on ne l'a pas encore publié sur des marketplaces publics, mais par contre on est en train de le distribuer chez des premiers clients qui nous aident un petit peu dans tout ce qui est testing, etc. Sachant que là je vous ai montré une version sur Windows Phone, il y en a une sur iPhone, une sur Android, une sur tablette Windows, une qui va arriver sur iPad, etc. Donc c'est quand même un gros bazar en termes de testing. Et d'ici à peu près 2 mois, on ouvrira sur les marketplaces publics. Et comment s'appelle l'appli? Elle s'appelle Company Hub. C'est un agrégateur pour l'entreprise. Hein, voilà. Donc en fait là j'ai une équipe de 5 personnes qui a bossé sur cette appli depuis à peu près 1 an à Paris et une équipe d'à peu près 10 personnes qui est à Lisbonne et qui travaille dessus actuellement. Si vous avez des questions sur... j'ai raconté beaucoup de choses, donc j'imagine qu'il y aura des questions. Ouais, j'ai une question, c'est pour savoir, vous avez parlé des objets connectés, de la mobilité en général, etc. Et avec les différents objets connectés, on a vu des problèmes, pas mal de problèmes de sécurité en fait, notamment avec l'histoire du frigo, etc. qui a été piraté. Et du coup, comment vous appréhendez ça? Est-ce que dans votre
la culture des entreprises, c'est vraiment rentrer dans des mentalités ou pas encore? Et comment vous voyez l'avenir par rapport à ça? En fait, quand on parle d'objets connectés, c'est le premier sujet, il est là. Il est dans la sécurité. C'est un vrai sujet, c'est un sujet important, c'est un sujet dont tous les constructeurs sont vraiment conscients aujourd'hui. Notamment, je parlais du PDG d'Intel. Il a bien dit au moment où il a commencé son exposé sur les objets connectés, il disait bien c'est la sécurité qui est au cœur de tout. Donc ça veut dire que ça c'est la bonne nouvelle pour les intégrateurs, c'est qu'en fait il va y avoir pas mal de choses à gérer en matière de sécurité, de développement, de vérification, de tout ce qui est authentification, d'autant que les objets connectés, en fait, le problème c'est qu'en général vous n'allez pas avoir un flux de données, mais vous allez en avoir énormément, donc vous êtes obligé d'avoir des vrais aspects d'authentification, vous êtes obligé d'avoir un vrai cryptage, vous êtes obligé d'avoir, et de bout en bout, pas uniquement sur certaines portions. En fait, il y a énormément de sujets qui tournent autour de ça, et en fait, il y a énormément de sujets qui tournent autour de la sécurité, de la mobilité et des objets connectés. L'application que je vous montrais là, en fait, c'est pas tant les écrans que je vous ai montrés là qui sont les plus complexes dans cette application, c'est que, contrairement à des applications de grand public, on se connecte à l'intérieur des systèmes de l'entreprise, et notamment, en plus, nous, nos téléphones, là, ils se connectent d'abord sur un back-office qui est dans le cloud. Donc en gros, après, ce back-office qui est dans le cloud, il vient se connecter dans les systèmes internes de l'entreprise. On a des vrais sujets de sécurité là-dessus, pour éviter les rebonds, les téléphones, tout ce. On est en train de reboucler sur tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure. Le BYOD versus le COP, etc. Ces sujets de sécurité, en fait, c'est ceux qui sont les plus compliqués pour la vente d'une application de ce type-là. Et c'est exactement les mêmes sur les objets connectés. Les objets connectés aujourd'hui, ils vont emmener toutes les technologies que vous connaissez en matière de sécurité. C'est-à-dire cryptage, toutes les cryptages 128, 256, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça va emmener tous les principes d'authentification que vous pouvez imaginer. On va avoir de la sécurité qui va être gérée sous forme de token de manière systématique, parce qu'il y a des moments où on est en mode déconnecté. Donc ça veut dire qu'on a des polices de sécurité, des politiques de sécurité qui imposent par exemple que les données qui étaient en mode cache sur mon téléphone, sur mon objet, etc., elles doivent se supprimer automatiquement à un moment. Voilà, c'est les grands sujets de demain. Voilà. Moi je l'appréhende bien parce qu'en fait c'est du business. Non mais parce que les gens qui sont un peu qui sont proches de la technique sont conscients de ces sujets-là. Des fois on se demande si les entreprises de manière globale se disent pas que c'est un surcoût. Oui, je pense qu'il y a des choses qui sortent. Non, on a assez d'exemples. Je ne vais pas trahir un secret. Quand vous avez entendu les informations ces derniers temps, vous avez vu le piratage qui est chez Orange. Vous n'avez pas suivi ça? Où il y a plusieurs dizaines de milliers, je crois que c'était 60 000, non, plus que ça, pardon. C'était plusieurs centaines de milliers de comptes d'abonnés Orange qui ont été piratés, qui ont été volés, quoi, en fait. Vous imaginez que quand une boîte comme Orange peut se faire pirater, et surtout sur des informations aussi sensibles que ça, mais chez Orange, là, ils sont complètement parano actuellement. J'y étais moi ce matin, je peux vous dire que vous ne rentrez pas comme ça chez eux, c'est une centrale nucléaire maintenant. Ils sont vraiment, et ils font très attention à tout leur système. Et bon, alors là, pas de chance, c'est tombé sur eux, mais je peux vous dire que vu que les exemples se multiplient dans les entreprises de ce genre de problématiques, si, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui. Nous, on parlait de Wi-Fi tout à l'heure, on nous demandait est-ce que je peux me connecter en Wi-Fi ici. Chez GFI, parfois le Wi-Fi c'est compliqué, pour des raisons de sécurité. Parce qu'on a des normes de sécurité aussi à respecter vis-à-vis de nos clients, et que donc du coup on ne peut pas faire... oui, il y a de plus en plus de prise de conscience de la part des entreprises. Justement, c'est pas un frein au développement de la mobilité? Je pense que le marché, en fait, le marché de la mobilité il fait que de toute façon, le frein n'existera pas parce qu'on sera obligé de résoudre ces problèmes. C'est certainement, ça peut freiner un peu en termes de temps, parce que justement on met plus de temps à concevoir des solutions qui sont sécurisées,
que on sait des trucs qui sont ouverts. Vous voyez, moi, ma solution, là, si j'avais pu éviter de me cotiner tous les trucs avec des tokens, des machins, des cryptages, des bidules, des dossiers de sécurité qui sont comme ça, qui me sont demandés par mes clients quand on leur amène cette solution, j'aurais pu sortir la solution depuis longtemps. Donc c'est un frein dans ce sens-là, mais je pense que de toute façon, c'est un passage obligé. Vous imaginez un peu, parce que vous parliez du frigo, mais il y a un type qui a réussi à montrer aussi que maintenant, sur les nouveaux types de pacemakers, on peut arriver à les pirater aussi. Super. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Donc, en termes d'objets connectés, et pour le coup, ça peut être un objet connecté, vous imaginez ce que ça veut dire en termes de sécurité et les impacts que ça peut avoir. Donc c'est un frein, mais c'est un passage obligé. Dans le cadre du programme Connected Develop, c'est quoi l'intérêt en fait de GFI d'aider ces startups, puisque je pense que c'est une très bonne question. En fait, parce qu'il y a un intérêt pour la startup, mais l'intérêt pour nous, en fait, c'est que, comme je vous disais, en fait, on essaie de récupérer un maximum de bonnes idées pour ensuite les amener sur le marché. Alors, soit c'est les bonnes idées qui viennent de nos propres collaborateurs, mais finalement, les bonnes idées qui sont déjà assez matures, qui n'ont peut-être pas encore complètement trouvé leur marché, nous, ça nous donne de la valeur que d'aller voir nos grands clients et leur dire hey, regardez, grâce à nous, vous allez avoir accès à cette startup que vous n'auriez certainement pas repérée ou vue auparavant, et ça va vous permettre d'aller plus vite dans la mise en place de solutions innovantes dans votre entreprise. Je parlais tout à l'heure de Orange et de son réseau social d'entreprise, dont on a un peu entendu parler à la télé pendant une période, parce que les gens, vous savez qu'il y avait toute cette polémique autour du bien-être dans l'entreprise, du mal-être d'ailleurs chez Orange. Donc leur réseau social d'entreprise, il était là aussi pour essayer de rendre plus humaine l'entreprise et que les gens échangent plus, etc. Typiquement, en fait, on a réussi à mettre ce réseau social d'entreprise qui fonctionnait sur les bases d'outils d'entreprise, etc., via l'outil d'une start-up qu'on avait découvert via ce programme et qui effectivement a permis quand même de déployer ça auprès de 130 000 personnes. Donc il y a quand même un intérêt pour nous à pouvoir présenter des offres qui sont innovantes et qui ne viennent pas forcément de nous. On aide à les intégrer. Je veux dire, vous récupérez l'argent comment sur cette programme-là? Parce qu'en fait, typiquement d'abord parce que y a de la part de nos clients, il y a une reconnaissance sur la valeur apportée, et que donc du coup, ils nous confient du business, que tous les clients aujourd'hui attendent des sociétés de services d'apporter de la valeur. Si vous arrivez et que vous faites juste le boulot comme ça, vous ne durez plus longtemps maintenant chez les grands clients. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils vous demandent d'être force de proposition, d'apporter de la valeur, etc. Et quand on a un compte quand on a un grand client comme Orange, typiquement chez nous, qui est quand même notre deuxième client au niveau global chez GFI, on ne veut pas se faire sortir parce qu'on n'apporte pas de valeur. Donc on a quand même pas mal de choses où on démontre justement qu'on peut apporter des idées innovantes, soit qui viennent complètement de chez nous, soit qui viennent de l'extérieur et qu'on leur donne. Et après, l'intégration d'un réseau social, c'est quand même pas mal de boulot, quoi. Donc ça, c'est du boulot qu'on peine, quand même. Voilà, je vous remercie. Ouais, je fais le...